Alors, est-ce que je peux vous demander de vous asseoir pour qu'on puisse reprendre les travaux? Et donc, on a encore une session qui, cette fois-ci, est consacrée à l'accès à l'énergie dans le monde et particulièrement en Afrique, mais pas uniquement. Et donc, cette session va être animée par Dominique Campana, encore l'ADEME, hein. Oui, qui est administratrice de Renaissance écologique, dont on a vu la déléguée générale là, tout à l'heure. Et donc je vais demander d'abord à tous les intervenants de venir prendre place sur le podium et à Dominique de venir me rejoindre. Christelle ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très heureuse, bien sûr, d'intervenir dans cette dernière session. C'est toujours un peu délicat, hein, parce qu'il y a des gens qui ont leur train à prendre, etc. Ils sont en train de partir. Mais bon, on est quand même suffisamment nombreux. Et je suis aussi un peu émue parce qu'en 1973, je n'étais pas au congrès de l'UNESCO, mais c'est quand même ce congrès qui m'a inspirée. Et donc, j'ai fait une thèse sur une des premières pompes solaires photovoltaïques sur site isolé. Et ensuite, j'ai fait une grosse partie de ma carrière à l'ADEME en essayant d'œuvrer au mieux pour la transition écologique, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Donc, on a vu beaucoup ce matin que les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, hein, ont augmenté de manière exponentielle et que les coûts ont extrêmement diminué. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé il y a 50 ans. Et d'autre part, à ce fameux congrès de l'UNESCO, on pensait que ces énergies renouvelables, elles seraient surtout utilisées dans les pays du Sud et pour aider à leur développement. Or, le constat aujourd'hui, c'est pas du tout celui-là, parce que malgré le déploiement de ces énergies, malgré leurs coûts abordables, leur utilisation est encore extrêmement insuffisante dans les pays du Sud. Par exemple, sur le continent africain, vous avez près de 600 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Et dans le monde, vous avez plus de 2 milliards de personnes qui utilisent des combustibles et des technologies polluantes pour cuisiner, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît pour la déforestation. Et l'objectif de développement durable, qui consiste à garantir l'accès universel à des services énergétiques durables et modernes à un coût abordable d'ici 2030, eh bien on peut dire aujourd'hui qu'il ne sera pas atteint en 2030. Donc, sauf si vous me démentez dans les interventions que vous allez faire. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Donc, je remercie beaucoup les participantes et participants à cette session qui vont nous aider à y voir plus clair, hein, à comprendre pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus et de mieux. Et donc, j'ai organisé la session en trois grandes questions. Bon, si on a le temps, on fera un petit tour de table après, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Donc, la première question, c'est une question qui s'intitule « Où en sommes-nous aujourd'hui et comment les énergies renouvelables, et le solaire en particulier, ont changé le paradigme de l'accès à l'énergie ?» Donc, pour répondre à cette question, deux personnes, Nicolas Guichard et Grégoire Jacot, vont essayer d'apporter quelques réponses. Alors, je commencerai par Nicolas Guichard, qui est responsable de la division énergie à l'AFD. Bon, il a débuté sa carrière au sein de la Fondation Énergie pour le Monde, toujours sur des projets d'accès off-grid en Afrique et en Asie. Et il a rejoint l'AFD fin 2013 comme chef de projet énergie sur l'Afrique de l'Ouest notamment. Depuis 2021, il est responsable de l'équipe énergie, qui met en œuvre la stratégie de l'AFD sur la transition énergétique. Donc, Nicolas, la parole est à toi. Merci beaucoup Dominique. Merci aussi bien sûr aux organisateurs de cette très belle journée. Je suis vraiment heureux de pouvoir y participer, que l'AFD ait pu aussi soutenir un peu son organisation. Je pense que
Vraiment, les sujets qui sont discutés aujourd'hui de développement des énergies renouvelables, de changement climatique, d'engagement citoyen, c'est vraiment au cœur aussi de type de projets et d'activités que l'AFD soutient dans un grand nombre de pays, à peu près une 60aine de pays dans le monde. Et donc je trouve intéressant aussi qu'on puisse parler dans cette session-là d'autres pays et de cette thématique de l'accès à l'énergie, qui effectivement est une thématique qui m'est chère, puisque avant d'être à l'AFD, c'est là que j'ai commencé, c'est sur ce sujet que j'ai commencé à travailler, avec quelques personnes d'ailleurs que j'étais très content de croiser aujourd'hui dans cette salle. Peut-être quelques mots rapidement pour dire que l'AFD, donc l'Agence française de développement, sur cette thématique accès, soutient et finance un certain nombre de projets par an, une grande variété de projets, principalement quand même en Afrique subsaharienne, des projets qui peuvent être à la fois des projets d'extension de réseau avec des opérateurs publics dans les pays en question, sont en général, en majorité, ce type de projets que l'on finance, sont aussi des types d'acteurs avec qui on a l'habitude de travailler, y compris sur d'autres types de projets que l'accès. Donc c'est peut-être plus simple pour nous de financer, de travailler avec ces acteurs-là sur de l'extension de réseau. Mais on finance aussi un certain nombre de projets de ce qu'on appelle l'électrification hors réseau, aussi bien des projets de mini-réseaux solaires que de systèmes individuels, parfois à travers l'État, qui lui-même délègue ce service public et implique des opérateurs privés pour mettre en œuvre et exploiter, parfois directement le financement d'acteurs privés. On a une filiale qui s'appelle Proparco et qui fait ça notamment, qui travaille directement avec des opérateurs privés de l'électrification. Donc ça représente à peu près 10% de nos financements annuels sur la transition énergétique. Donc c'est pas la majorité, mais c'est quand même assez régulier, en tout cas depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et ces solutions hors réseau, même si ce n'est pas ce qu'on finance en majorité, il est clair qu'elles auront un rôle majeur à jouer pour l'atteinte des objectifs d'accès universel. Alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup de 2030, et il y a peu de chances qu'on y arrive en 2030 malheureusement, mais dans les projections en tout cas long terme, comme celle de l'AIE par exemple, il me semble que pour cette atteinte d'accès universel, on prévoit 2/3 d'équipement et de connexion des gens par des solutions hors réseau, mini-réseau et kits. Donc en fait, ça veut dire quand même un changement de paradigme, une accélération énorme, parce qu'il faudrait installer pour ça des milliers de mini-réseaux solaires par an en Afrique, alors qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis là, des 2 dernières années, mais on est plutôt sur quelques centaines. Donc on n'est pas encore du tout au rythme envisagé pour atteindre ça. Alors je voulais peut-être partager juste rapidement en quelques minutes quelques observations issues de ce que je peux voir sur les projets qu'on finance et en lien aussi avec ce que j'ai pu voir quand j'ai débuté il y a un peu plus longtemps sur le sujet. Donc clairement, je pense que les progrès technologiques sur le solaire, sur les batteries, et du coup la baisse de coûts qui en résulte, les progrès sur le numérique, les progrès sur les applications qui consomment beaucoup moins ont permis d'améliorer énormément le modèle économique de ces solutions hors réseau, d'en baisser le coût d'investissement, d'en baisser le coût d'exploitation aussi, parce qu'avec le numérique notamment, on peut faciliter la maintenance à distance dans des zones éloignées, etc. Donc le modèle économique s'est nettement amélioré, les équipements sont pérennes, avec des équipements de taille beaucoup plus petite, on peut fournir le même service que ce qu'on fournissait il y a une vingtaine d'années. Donc clairement, il y a eu beaucoup d'améliorations techniques qui ont permis du coup d'améliorer et d'attirer des nouveaux acteurs. Le secteur privé s'est engouffré il y a une dizaine d'années sur le sujet, d'abord en Afrique de l'Est et puis ailleurs. Des nouveaux investisseurs, des nouveaux partenaires financiers. L'AFD, parmi d'autres, a pu financer plus régulièrement ce type de système-là. Donc il y a eu un vrai changement, il y a eu un décollage quand même clair à partir d'il y a 10-12 ans, et notamment dans un certain nombre de pays qui ont pu conduire à des développements assez intéressants. Malgré tout, comme on l'a dit, on n'est pas au rythme requis par cet objectif d'accès universel. Alors, pourquoi ? Parce que malgré tous ces progrès technologiques ou l'innovation financière qui l'a accompagné, l'électrification rurale, ça reste par définition un sujet très complexe. On est dans des zones éloignées, des populations qui sont souvent encore agricoles, avec des revenus faibles, incertains, des consommations énergétiques qui sont faibles, en tout cas au début, lorsqu'ils sont raccordés. Donc pour l'exploitant, pour l'exploitation, ça reste compliqué malgré toutes les améliorations. Donc, le recouvrement des paiements mensuels, par exemple, de la facture d'électricité, ça reste un défi, même s'il y a le prépaiement, même s'il y a le mobile banking, ça reste toujours quelque chose de compliqué pour un exploitant. Les technologies se sont améliorées. Aujourd'hui, les batteries qui sont installées sur ces mini-réseaux peuvent durer 8-9 ans si elles sont bien entretenues. Quand j'ai commencé, c'était plutôt 2 à 3 ans. Mais malgré tout, remplacer après 8 ans une batterie dans un mini-réseau rural, c'est presque aussi compliqué que de remplacer à l'époque une batterie au bout de 3 ans.
il faut qu'il y ait les fonds qui aient été cumulés, qui soient disponibles. Et ça, c'est toujours un défi. Et même pour nous, les bailleurs de fonds, c'est pas si simple de venir financer après 7-8 ans des batteries en fin de vie. De même que c'est pas facile de venir financer, par exemple, l'installation d'extension de modules solaires. Techniquement, ça se fait très bien. Si la demande augmente dans une localité, on peut ajouter des modules solaires à des mini-réseaux. Mais concrètement, venir financer ça, trouver les mécaniques financières pour le faire, c'est pas si simple. Et les pays vont plutôt nous chercher pour électrifier des nouvelles localités que pour venir améliorer la situation ou étendre la production dans des localités déjà électrifiées. Donc il y a un certain nombre de défis. Les défis au niveau de la tarification, ça reste des sujets, même si les programmes sont de plus grande taille. Est-ce que dans les villages en question, on pratique des tarifs qui permettent de recouvrir les coûts ou est-ce qu'on applique le tarif national? Les pays choisissent des voies différentes et dans les deux cas, c'est pas si simple. Les maîtrises d'ouvrage publiques qui travaillent sur ces sujets dans les pays, les agences d'électrification rurale, etc., restent des acteurs assez fragiles, assez faibles techniquement, qui manquent un peu de continuité, etc. Et c'est difficile de travailler avec elles. Les sujets de planification se sont nettement améliorés par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Il y a un certain nombre de pays maintenant qui font des planifications vraiment intégrées, c'est-à-dire qui prévoient à la fois de l'électrification par extension de réseau et des options mini-réseau et solaire de façon vraiment intéressante. Et dans d'autres, par contre, on reste sur des planifications séparées. D'un côté, le réseau avance, de l'autre, on prévoit des choses sur le off-grid, et ça ne se rejoint pas, et ça pose question, ça ne donne pas de la visibilité suffisante aux opérateurs. Voilà, il y a pas mal d'autres sujets qui restent vrais, malgré les progrès techniques et financiers. Par exemple, susciter cette demande économique dans la journée, dans les localités, lorsque le solaire est présent, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'expériences, et peut-être qu'elles vont être partagées par notamment beaucoup d'ONG françaises qui ont été précurseurs et qui ont travaillé sur ces sujets. Et ça reste un défi quand même aujourd'hui, y compris pour les opérateurs privés de plus grande taille qui travaillent maintenant sur ce type de projet-là. Donc voilà, je vais finir par ça, par dire que c'est aussi parce que c'est complexe et que c'est un défi que je pense que ce sujet de l'accès est vraiment passionnant et qu'on est nombreux à travailler là-dessus depuis de nombreuses années. Je pense qu'une partie de la solution pour accélérer, au-delà des nouveaux progrès techniques qui vont certainement arriver, des nouvelles façons de financer ces projets-là qui vont certainement aussi se développer, c'est peut-être aussi de travailler à essayer de susciter, de faire mieux travailler ensemble ces différents acteurs, c'est-à-dire les acteurs publics dans les pays, opérateurs publics, ministères, qui doivent organiser les secteurs, planifier, déléguer ce service public, pourquoi pas à des acteurs autres, les acteurs privés qui apportent des capitaux et qui prennent des risques, les ONG qui ont une expérience de terrain très précieuse au contact des bénéficiaires et qui peuvent la partager, les collectivités locales, on en parlait dans la session précédente, qui ont un rôle majeur aussi sur ces sujets-là. Donc je pense, nous on essaie de faire ça, on a quelques belles expériences, mais je pense qu'on peut sans doute le faire plus, c'est-à-dire faire travailler ensemble ces différents acteurs-là, et dans des modèles qui peuvent être tout à fait variables d'un pays à l'autre. Je pense qu'il faut aussi essayer de sortir de l'idée qu'il y a un seul modèle d'électrification rurale qu'on peut appliquer dans tous les pays. Ça a été un peu tenté il y a 15-20 ans, je ne pense pas que ça a été un succès. Il faut au contraire s'appuyer, disons, sur l'histoire de chaque pays, de chaque territoire, pour penser des façons d'électrifier et d'accélérer qui soient différentes d'un lieu à l'autre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Juste une question, Nicolas. Le montant annuel des engagements de l'AFD, il est de quel ordre? Et quelle est la part subvention et la part prêt? En gros, hein, si c'est facile de répondre. Alors, sur l'accès en particulier, je pense qu'on finance des projets pour à peu près 150 millions d'euros par an. Nous, côté AFD, ça va être en général plutôt des prêts concessionnels, très bonifiés, disons subventionnés, aux États et aux agences d'électrification rurale, par exemple, qui vont ensuite s'en servir pour susciter l'intervention d'acteurs privés en apportant une part de subvention dans les projets. On a aussi de la subvention, mais qu'on va plutôt chercher en général à la Commission européenne, parce que côté France, il y en a un petit peu moins. Donc on apporte aussi des éléments de subvention dans ces projets qui viennent souvent aider sur la partie branchement, disons, pour réduire le coût de branchement pour ces populations pour qui c'est souvent un frein à la connexion. Merci beaucoup. Donc toujours pour la même question, c'est-à-dire le changement de paradigme de l'accès à l'énergie, Grégoire Jacot va intervenir maintenant. Alors Grégoire est spécialiste senior en politique et finances de l'énergie auprès de l'initiative onusienne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle SE for All, c'est-à-dire Sustainable Energy for All. Et il a près de 10 ans d'expérience en stratégie et en finance et en développement.
Il a été directeur de la stratégie de la première start-up d'électrification rurale par système solaire connecté du Cameroun. Et il a contribué au développement de politiques d'électrification intégrées dans une dizaine de pays, en partenariat avec des banques de développement, des gouvernements, des développeurs privés en Afrique et en Amérique latine. Et avec l'AFD, vous voyez qu'il y a beaucoup d'interconnexions entre nos intervenants et les organismes dans lesquels ils ont travaillé. Il a travaillé également sur des sujets de politique énergétique à l'AFD et en diplomatie internationale au Centre des incidents et des urgences de l'AIEA. Donc voilà, vous savez tout sur Grégoire. Donc Grégoire, je te laisse la parole. Dominique, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je vais rapidement compléter ce qu'a dit Nicolas parce que c'était extrêmement complet. Mais en quelques mots, s'il y avait une idée que je pourrais faire passer sur le rôle du solaire dans l'accès à l'énergie, c'est que le solaire a toujours été la frontière du secteur, a été l'élément qui a redynamisé le secteur au moment où il était complètement moribond pendant près de 50 ans jusque dans les années 2010, et que c'est ce secteur qui est passé d'un mode expérimental d'accès à l'énergie à un mode rentable, accepté par les populations locales et techniquement viable. Mais comme Rome, ça ne s'est pas fait en un jour, et ça a pris près de 50 à 60 ans pour comprendre aujourd'hui quels seraient les principaux leviers d'action pour réussir à utiliser le solaire et faire de l'électrification qui ne soit pas uniquement localisée dans un ou deux villages, mais quelque chose qui soit vraiment national. Et ça s'est fait en quelque sorte par période. On commence par du solaire, on va dire, humanitaire, ou du solaire un peu expérimental. On est au début des années 70, choc pétrolier oblige, le solaire arrive, s'immisce dans l'électrification et se développe principalement par des ONG dans quelques villages. Mais là, comme je viens de le dire, le problème c'est que c'est localisé et que c'est du solaire qui est porté par des subventions, et donc par nature qui n'est pas durable. Et pendant 50 ans, ce modèle va perdurer, avec quelques exceptions, par exemple au Maroc. La grande révolution, comme l'a dit Nicolas, arrive il y a à peine 10 ans. Jusqu'à il y a 10 ans, le secteur de l'accès à l'énergie était vraiment moribond, et les gens disaient que c'était presque un destructeur de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'époque, on pourrait dire, une sorte de solaire privé ou de Far West. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, comme l'a dit Nicolas, une poignée d'entreprises est-africaines développent un nouveau modèle de solaire. Du solaire connecté. L'idée est que les systèmes, qui étaient auparavant chers et très souvent de qualité moyenne, sont maintenant installés contre un petit acompte dans les maisons des populations principalement rurales, et les personnes vont prépayer l'usage du système solaire par paiement mobile. Imaginez qu'au Kenya, le montant des paiements mobiles est supérieur au PIB du pays, chaque année. Donc c'est quelque chose qui est bien plus en avance, qui est bien plus développé que dans nos pays, en France ou en Amérique du Nord. Concrètement, soudain, en l'espace de quelques années, l'accès à l'énergie, qui était un secteur délaissé par les investisseurs internationaux, attire des centaines de millions de dollars d'investissement dans les entreprises de solaire, qui transforment le solaire d'un secteur humanitaire, expérimental, à quelque chose de rentable. Maintenant, quel est le gros problème ? C'est que le solaire est précisément porté par le privé. Et donc, pour des exigences de rentabilité, le solaire se déploie dans des régions urbaines ou périurbaines, là où les coûts sont les plus faibles et la capacité à payer est la plus forte. Mais au moins, on sait que le solaire a un nouveau modèle, via ce système prépayé, pour étendre, repousser la frontière de l'accès à l'énergie. En parallèle, toujours dans les années 2010, le public surveille et se dit « ce serait bien d'utiliser le solaire maintenant à grande échelle ». Et en parallèle, en coopération avec de grandes universités et des bailleurs de fonds principalement américains, des gouvernements vont se mettre à travailler sur la conception de plans d'électrification nationaux. L'idée est d'allier de l'image satellitaire et de l'intelligence artificielle pour savoir, immédiatement, via un algorithme, comment coordonner à l'échelle nationale le réseau, les mini-réseaux et le solaire pour couvrir un pays entier. C'est un produit de l'esprit absolument magnifique et qui satisfait beaucoup certains bailleurs de fonds, principalement en Amérique du Nord, mais qui a un défaut. Il ne prévoit absolument pas la viabilité économique et financière des opérateurs qui doivent mettre en place le plan. Et donc à peu près 200 à 250 de ces plans ont été mis en place, en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, mais aucun n'a été vraiment implémenté en pratique. Et tout ça vous montre comment nous en arrivons aujourd'hui à un solaire qui a vraiment
repousser les limites de l'accès à l'énergie. De son statut expérimental originellement, il est maintenant un système que l'on sait potentiellement rentable, accepté par les populations rurales et techniquement viable, mais il a besoin de la sécurité légale et financière pour pouvoir se déployer, non pas dans les régions urbaines et périurbaines, là où on sait faire, mais beaucoup plus loin dans les régions rurales, où les personnes en ont vraiment besoin. Et actuellement, et quand je dis actuellement, c'est en 2023, à partir de février de cette année, certains bailleurs de fonds, des donneurs internationaux et des ONG, par exemple Sustainable Energy for All, ont commencé à travailler avec des États et des développeurs pour non seulement faire des plans nationaux géospatiaux, comme on l'a dit, mais les lier à de la planification financière et régulatoire pour que le solaire ait la viabilité financière nécessaire pour pouvoir se déployer loin, là où les gens en ont vraiment besoin. Et donc, en conclusion, on voit que la prochaine étape, c'est vraiment de construire ces plans intégrés, que c'est une tâche absolument formidable, mais que nous avons, avec 70 ans d'expérience dans le secteur, eh bien, toutes les briques élémentaires dont nous avons besoin pour pouvoir les construire. Et donc, il n'y a plus qu'à. Bon, merci beaucoup Grégoire de ce message plutôt optimiste. Donc il faut savoir, il va falloir apprendre à aller loin et à plus grande échelle avec le solaire dans les pays du Sud. Bon, on prendra peut-être toutes les questions à la fin parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc je vais passer à la... Enfin, sauf s'il y a une question urgente que vous voulez poser si les gens partent. Est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser à Grégoire ou à Nicolas ? Vous préférez attendre la fin de la session ? La fin de la session. Bon, Jean-Louis, je vais être obéissante. Je vais faire ce que tu me suggères. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question, elle va s'adresser plutôt aux ONG qui sont autour de la table ou aux associations qui seront représentées par vidéo. Donc, en fait, après 30 ans sur le terrain des ONG et des sociétés d'électricité africaines, quels sont les principaux enseignements qu'on peut retenir aujourd'hui ? Je crois que vous, aussi bien Marie-Noëlle que Vincent, vous avez au moins 30 ans d'expérience, enfin en tout cas l'ONG que vous représentez. Et donc on va commencer par Marie-Noëlle Réboulet, qui est présidente du GERES et membre du réseau Cycle. Cycle, Marie-Noëlle nous expliquera, c'est Coopération internationale climat-énergie. Donc, le GERES a été créé à Marseille en 1976 et c'est une ONG qui défend la solidarité climatique, c'est-à-dire la nécessité de lutter à la fois contre les changements climatiques et contre la pauvreté. Donc, le but du GERES, c'est d'agir pour une transition énergétique juste, que ce soit en Afrique ou en Asie, et qu'il s'agisse d'électricité, de cuisson, d'énergie dans les bâtiments ou d'agriculture. Donc, Marie-Noëlle, je pense, va pas parler uniquement pour le GERES, mais pour l'expérience des ONG qu'elle connaît bien, notamment celles qui sont dans le réseau Cycle et de la coopération internationale. Donc, à toi, Marie-Noëlle. Alors, je répète la question. C'était après 30 ans sur le terrain. J'avais préparé des slides, mais on les a pas retrouvés. Sur le terrain des ONG et des sociétés d'électricité africaines, donc vous, c'est des ONG. Quels sont les principaux enseignements que vous retenez ? Moi, j'avais fait une slide. Oui, je les ai, ça. Ah, d'accord. Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Et je voudrais faire un clin d'œil et boucler avec la session de ce matin. En 1973, un physicien marseillais, Georges Péry, était au colloque de l'UNESCO. Je pense qu'il en était même un acteur important, mais je ne l'ai pas connu. Il voulait mettre le soleil au service de l'homme. Vous avez dû voir ça quelque part. Et ben, en 1976, c'est comme ça qu'il a créé, avec un architecte du bioclimatisme, le groupe pour l'exploitation rationnelle de l'énergie solaire. Donc le GERES était né en 1976 et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, être rationnel, c'est justement cette solidarité climatique.
c'est penser simultanément le climat et l'accès à l'énergie. Parce que vous avez bien compris, on a tous compris que tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'accès à l'énergie, la question climatique ne sera pas résolue et le Nigeria, le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, etc., qui ont plus ou moins de pétrole, n'accepteront pas de le laisser dans la terre si on ne leur donne pas les moyens d'avoir de l'énergie, de l'électricité ou d'autres formes d'énergie autrement. Donc, on est bien toujours dans ce schéma-là. Et donc, on est une organisation qui a plutôt près de 50 ans. Et moi, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. Bon, je n'ai pas changé la face de la Terre, mais on a essayé de faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je dirais... et en 1973, je crois que c'était aussi le cas déjà, le solaire, ce n'est pas que de l'électricité. Le solaire, c'est aussi de la chaleur. Et je dirais qu'il ne faut pas oublier que... vous voyez ces enfants, là, sur votre gauche, c'est au Maroc, dans les montagnes du Maroc. Ces enfants, ils ne devraient pas avoir à choisir, soit être dans la fumée, soit se geler quand ils sont à l'école. Pourtant, aujourd'hui, cette photo, elle est toute récente. On a fait une rénovation de quelques thermiques, de quelques écoles. Ça passe par là, effectivement. On pense rénovation, isolation, maîtrise de l'énergie, avant de penser panneaux solaires, électrification, même s'il y a aussi un besoin d'électrification à cet endroit-là. Donc le problème thermique ne doit pas être oublié. Ce qui me semble important aussi, c'est de dire que notre rôle, et Nicolas l'a un peu dit, en tant qu'ONG, ça a toujours été de tester avec les gens des solutions, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors vous avez là un truc qui peut vous paraître bizarre en haut. Cette bâche plastique, en fait, c'est une serre solaire passive en Mongolie. Vous allez me dire, elle tient avec des parpaings, c'est pas terrible. En fait, c'est les premiers essais de serre solaire passive que l'on a fait en Mongolie il y a une quinzaine d'années. On en avait fait au nord, dans l'Himalaya, au nord de l'Inde, et c'est quelque chose que depuis on a fait en Afghanistan, donc en Mongolie, au Tadjikistan, et aussi en région PACA. Notre dernière région d'intervention sur ce sujet-là, c'est la région PACA, parce que la région PACA, vous savez comment on chauffe les serres en région PACA? Il y a 30% de serres qui sont chauffées avec des énergies fossiles. Donc, on s'est dit qu'en PACA, on a un peu de soleil. Alors, si en Vendée, il y en a, en Vendée, il y en a, et en PACA, il y en a aussi pas mal. Donc, voilà. Donc, il y a aussi ce fait de tester des solutions. Et donc, aujourd'hui, les serres solaires passives qu'on fait, par exemple, la bâche, elle ne tient pas avec des parpaings. C'est quand même des choses un peu plus sérieuses. Mais donc, c'est du solaire, là, thermique. Donc, ce rôle un peu de tester des solutions, mais des solutions techniques et aussi des solutions organisationnelles. Quand on fait au Mali des zones d'activité électrifiées, ce n'est pas seulement mettre de l'électricité, c'est en fait accompagner des entrepreneurs comme le menuisier que vous voyez là-haut, qui peut avoir sa machine électrifiée, parce qu'un menuisier, il a des machines qui vont appeler des puissances importantes, comme le boulanger avec son pétrin. Tous ces gens-là posent problème au mini-réseau, parce qu'ils ont besoin de puissances importantes, mais pas tout le temps. Et puis le problème, c'est qu'eux, ils veulent de l'électricité la journée, parce qu'ils préfèrent quand même travailler la journée, et que souvent, les mini-réseaux, ils fonctionnent la nuit parce qu'ils ont stocké l'électricité pour éclairer, essentiellement éclairer, et puis la télé, la radio, les petits ventilateurs, les choses comme ça. Donc, on doit aussi travailler avec ces personnes-là pour, alors, à la fois avec les opérateurs des mini-réseaux, pour voir comment coupler, en fait, les entrepreneurs avec le mini-réseau, parce que sinon, en fait, très vite, les petites entreprises, elles quittent le mini-réseau
Voilà, parce qu'il y a incompatibilité technique et économique avec celui-ci. Donc, il y a cet accompagnement-là. Et puis, un accompagnement aussi des innovations économiques en termes de gestion. Comment faire en sorte, par exemple, que les TPE qui ont accès à l'électricité puissent être accompagnés financièrement pour pouvoir investir, par exemple, dans des frigos performants. Des femmes qui font de la transformation alimentaire, qui font des produits froids, si elles achètent des frigos qui en sont à la dixième de seconde main, c'est pas terrible. Donc, on a mis en place, on a un petit fonds, hein, il y a une fondation qui s'appelle Synergie Renouvelable, hein, que vous connaissez sans doute, qui nous a donné 40 000 €. Et ces 40 000 €, on les fait tourner, si on peut dire. Hein. Avec ça, on se porte garant pour des artisans, mais à la fois en Mongolie, au Mali, au Maroc. Et donc, ces 40 000, ils sont toujours là, en fait, au bout de 3 ans. Simplement, c'est porté garant et les gens ont pu faire des acquisitions. Donc voilà un petit peu des choses qui font qu'il y a des changements. C'est-à-dire que quand on se préoccupait beaucoup de technique il y a 40 ans, maintenant, on voit l'ensemble. Et je dirais qu'aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur le fait d'inclure les femmes et les jeunes dans ces sujets-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il commence à y avoir plus de femmes dans l'énergie. Mais c'est vrai que pendant longtemps, hein, je ne sais pas, Dominique, on se sentait un peu seul. Hein. Donc, mais bon, il n'y a pour rien. Enfin, il y a des tas de choses qui expliquent cela. Et donc, c'est la même chose quand on intervient au Tadjikistan, au Cambodge ou ici, ou au Mali. Donc, l'insertion des femmes, l'insertion aussi des jeunes dans la gouvernance à travers la formation, et puis, de plus en plus aussi les questions climatiques. En quoi nos actions, en fait, touchent, quel est leur bilan carbone, et puis... est-ce qu'elles ont un impact sur le climat en partant de l'idée qu'il ne faut pas nuire, hein. Donc, voilà un peu ce que je pouvais répondre sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le lien entre énergie et santé, hein, puisque c'est la santé des enfants et c'est aussi la santé des femmes, hein, qui sont devant la cuisson du bois. Merci d'avoir rappelé que l'efficacité énergétique, c'est indispensable. Et je ne savais pas qu'il y avait des fonds spécifiques qui étaient mis en œuvre en complément, donc ça, c'est très bien. Et quant aux femmes, moi, je trouve qu'en Afrique, on en voit quand même beaucoup qui sont très motrices. Et bon, parce que c'est vrai qu'elles sont à la fois les plus touchées par le changement climatique, mais à la fois elles sont aussi actrices très, très dynamiques, hein, pour faire face. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très positif, hein, et qu'on remarque tout de suite quand on va en Afrique. Donc on poursuit avec les ONG, et donc Vincent Jacques Le Seigneur, qui est expert en politique publique de l'environnement et de l'énergie, qui a été directeur de l'Institut français de l'environnement et secrétaire général de l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES. Bon, depuis 2014, il préside l'Observatoire des énergies renouvelables, Observer, et la Fondem. En 2017, il en devient le directeur général. Donc, Vincent, bon, même question, hein. Alors, cette fois-ci, c'est bien 30 ans, je crois. La Fondem a un peu plus de 30 ans. Hein. On a le président d'honneur qui avait créé, qui est dans la salle, hein, Alain Liébard, qui aura peut-être après des commentaires à faire. Et c'est en quelle année? C'était il y a 31 ans ou... 1990. 1990, ça a été créé. La reconnaissance d'utilité publique. D'accord. Je me souviens, j'étais là à la création. Donc, Vincent a choisi de montrer... oh, bah, tiens, il y avait une autre... voilà, il y avait une autre... Oui. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est ce que tu as dit, Marie-Noël. A choisi de montrer d'abord un petit film, et du coup, son temps de parole sera réduit d'autant. Donc, L'accès à l'électricité ne permet pas à lui seul d'assurer le développement d'un territoire, mais c'est une condition sine qua non de tout développement.
Depuis 30 ans, la Fondation Énergie pour le Monde s'appuie sur l'énergie solaire pour mettre en place des programmes d'électrification rurale décentralisés qui englobent les usages domestiques, communautaires et productifs de l'énergie. parce que ni ke solaire fang yo nam bala bagiri tinya ingari tani waf kula ka ba jamala bala enda ngar même pas elu se la bangi ngar mero ngem parce que enda lampa ndunya yo yiro bare ena na faté titi momak. Développer l'accès à l'électricité par énergie renouvelable permet avant tout d'améliorer considérablement et durablement les conditions d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, aux soins médicaux et à l'éducation des populations rurales en Afrique. Afin d'assurer un accès durable à l'énergie, le service électrique et la maintenance des installations sont gérés par des exploitants locaux, préalablement sensibilisés et formés. Qu'il s'agisse de techniques éprouvées ou d'innovations, il est important de mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des populations et s'appuyant sur un modèle économique viable. L'installation de compteurs après paiement, par exemple, constitue une réelle innovation sociale qui sécurise la trésorerie de l'exploitant en limitant les défauts de recouvrement, ce qui permet de rémunérer une équipe compétente pour l'entretien et le renouvellement des installations. La facturation de l'électricité consommée n'est pas pour autant discriminante. Pour que le plus grand nombre ait accès à l'électricité, plusieurs offres de services électriques peuvent être proposées, dont un tarif social, ce qui permet de s'adapter aux besoins et aux moyens de tous. Beaucoup de jeunes sont sortis du village rien que parce que le village n'a pas d'électricité. Les tailleurs, les soudeurs et autres. Ils voulaient s'installer ici, mais malheureusement, leur travail ne peut pas aller sans l'électricité. Développer les services liés à l'électricité et améliorer le bien-être des ménages en Afrique nécessite d'accroître et de rendre plus réguliers les revenus des bénéficiaires afin qu'ils puissent accéder aux soins, à l'éducation et à l'information, tout en renforçant leur indépendance économique. L'appui à l'émergence d'activités génératrices de revenus liées à l'électricité permet non seulement de créer des emplois et ainsi favoriser le développement économique d'un territoire, mais également de stabiliser la demande en électricité pour assurer la rentabilité de l'opérateur en charge du service électrique. Étant en charge de la plupart des activités domestiques, les femmes sont les premières affectées par l'absence d'électricité, qui pèse sur la pénibilité comme sur le temps dédié au travail. Dans les projets d'électrification rurale, l'énergie devient un levier d'émancipation professionnelle et d'amélioration de la qualité de vie des femmes. Aken bekane manu kalim sake silo las kuito silo lasu nike munu rokenya to masla ko ronya iri yo kura muma ngolongo lurara obak sifiriges manu ngol ukan on ware no munu amen manu ngol no bagi godi. Les solutions d'éclairage public solaire permettent aux commerces d'étendre leurs horaires d'ouverture en toute quiétude, d'éclairer des zones éloignées du réseau électrique et d'assurer la sécurité de la population lors de ses déplacements en soirée. Bravo. Bon, alors, est-ce que tu veux faire profiter de ta minute de parole pour répondre soit à la question effectivement, des enseignements principaux que tu retires de cette expérience de la Fondem? Oui, je voudrais passer 2 messages. Au préalable, quand même, tu l'as dit, Alain Liébar est dans la salle, c'est lui qui a fondé la fondation que j'ai le plaisir de diriger depuis 10 ans. Puis au fond de la salle, là, il y a un vieux compère qui s'appelle Yves Meigne, qui a porté les programmes de la fondation pendant de nombreuses années. Donc vraiment, je suis très content de vous retrouver ici. Et puis on est aussi, et je tiens à le dire parce que ça me permet, je bouclerai mon petit propos sur la rentabilité. J'ai entendu ce beau bout de table tout à l'heure qui me fait un peu sursauter, mais parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans l'installation. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En revanche, si nous pouvons développer ce que vous avez vu, et plus encore, c'est parce que nous avons des partenaires fiables, durables, et publics, pas que, mais des principaux de nos partenaires sont à cette table, c'est l'AFD, bien sûr, et l'ADEME, sans lesquels la Fondem ne pourrait pas agir. Que les choses soient très claires. Il n'y a pas de rentabilité dans l'électrification rurale en Afrique aujourd'hui, et je défie quiconque de me présenter une entreprise qui gagne de l'argent en faisant ce métier. Ça, c'est juste
mon petit propos liminaire. Sur la question qui est posée, non mais ça sera en deux phrases. 30 secondes. Ça va être en 30 secondes. Le rôle des ONG dans ce secteur aujourd'hui, c'est plus celui qu'il était il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Il est, Nicolas, tu le disais, et je partage vraiment cette idée, il est de travailler aux côtés des grands acteurs, que sont les agences, que sont les entreprises, les grandes entreprises y compris, parce que notre rôle, c'est d'innover. Soit d'innover avec la techno, dont nous on teste régulièrement de nouvelles innovations. Vous avez vu des lampadaires, par exemple, vous avez vu des compteurs de prépaiement. Innovation sociale, surtout. C'est-à-dire que si on ne met pas au point le modèle social qui va bien, les grandes entreprises qui arrivent derrière avec leur technologie ne pourront pas réussir. Et aujourd'hui, les gens qui viennent me solliciter, c'est le PAM, c'est la GIZ, ce sont de très grands opérateurs publics, parce qu'il leur manque tout. Ils ont l'argent, ils ont la techno, il leur manque juste l'ingénierie sociale. Donc je pense que notre rôle, et Marie-Noëlle, tu partageras forcément cet avis, notre rôle, elle est d'abord et avant tout sur cet accompagnement via de tous les autres acteurs, via l'innovation sociale. Alors pourquoi le mot rentabilité me fait bondir? Moi, je vais vous donner un exemple précis que je suis en train de vivre. En arrivant à la Fondem il y a 10 ans, j'ai inauguré 7 centrales, donc des mini-grids solaires, dans le Grand Sud de Madagascar. Si vous ne connaissez pas l'île Rouge, le Grand Sud, c'est les pauvres parmi les plus pauvres. Voilà, ils n'ont plus rien là-bas, ils n'ont même pas d'eau. Autant vous dire que travailler là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a aucune entreprise, je dis bien aucune. Donc le rôle d'acteurs comme nous, grâce à des bailleurs publics, il est majeur. Sinon, ces gens-là meurent. Les 7 centrales dont je vous parle, 10 ans après, elles fonctionnent encore. Est-ce rentable pour autant? Non, ce n'est pas rentable. Donc ma rentabilité à moi, c'est que 10 ans après, elles fonctionnent encore, que l'opérateur que j'ai mis en place, il soit encore en train de travailler, que les techniciens qui l'accompagnent soient encore en train d'entretenir le matériel. Et pour autant, le modèle économique ne fonctionne pas. Parce que le prix d'une batterie aujourd'hui, même si la batterie dure 8 ans, tu as raison de le souligner, Nicolas, ben, au bout de 8 ans, il faut la changer. Et aucun bailleur n'est prêt à venir changer une batterie qui ne fonctionne plus. Et pas parce qu'elle a été mal entretenue, c'est parce qu'au bout de 8 ans, elle est allée au bout de sa durée de vie possible. Donc il n'y a pas de rentabilité à attendre. Et franchement, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce constat. On pourra continuer à électrifier ce milieu rural. Moi, je travaille qu'en milieu rural. Je ne travaille pas dans le périurbain, je ne travaille pas là où on peut gagner de l'argent. Je parle de là où les opérateurs privés ne peuvent pas trouver rentabilité à leur projet. Et bien là, on peut continuer à électrifier et même on pourrait nous démultiplier nos projets sans aucune difficulté. La techno, elle fonctionne merveilleusement. Le pompe solaire, les modules solaires, tout ça, on maîtrise parfaitement bien. Les gens sur place sont d'une très grande compétence, les femmes notamment. Mais il faut que les grands bailleurs, et je le dis devant Nicolas, les grands bailleurs publics, français, internationaux, comprennent qu'il faudra qu'ils restent à nos côtés parce qu'il n'y a pas de rentabilité, ni aujourd'hui, ni demain. Bon, merci beaucoup, Vincent. Je ne sais pas si Michel Courillon est dans la salle, parce que je voulais quand même le citer, parce que c'était un des pionniers de l'énergie rurale décentralisée, qui ensuite s'est appelée l'énergie rurale pour le développement, parce qu'on pensait qu'il fallait que l'énergie soit associée à développement. Donc, Marie-Noëlle, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc il est parti, visiblement. Pour appuyer ce que vient de dire Vincent, c'est que en France, au fin fond de la Drôme, de l'Ardèche, du Pas-de-Calais, etc., les installations ne sont pas rentables. Il y a bien une péréquation. Donc, on ne va pas demander à ce que le village au fin fond de la Guinée, du Mali, ou les femmes qui vont au fin fond du Myanmar, dans un pays qui est plus ou moins en guerre, plutôt plus que moins, leurs activités soient rentables. Donc, il faut faire la part des choses entre les grandes infrastructures, et on comprend que les projets financés par l'AFD pour les États aient un équilibre économique. En revanche, nous, en tant qu'ONG, on est vraiment sur le dernier kilomètre, les plus loin, et ceux-là, d'abord parce qu'ils ne consomment pas beaucoup, parce qu'ils sont pauvres. On consomme moins quand on est pauvre. Bon, merci. Je dirais juste un mot de la part d'Hervé Gouillet, qui n'a pas pu être là, qui est président d'Électriciens sans frontières, qu'il a souhaité vous faire part de projets qui ont été réalisés cette année. Donc, il y a eu 4 cafés lumière et un mini-réseau de 20 kW au Bénin, 6 toitures solaires sur des écoles à Beyrouth, suite à l'explosion d'août 2020. Dans les prochaines semaines, ça sera 150 lampadaires et 3000 kits solaires qui seront mis en place dans les douars touchés par le séisme du 8 septembre au Maroc. Et ils ont réussi à hybrider 50 installations électriques en Ukraine pour près d'1 mégawatt
pour gagner la bataille, cette fois-ci, contre l'obscurité et le froid. Donc je voulais quand même citer ces réalisations. Et Christian va dire un mot de la prochaine vidéo qu'on va voir, parce que c'est un de ses collègues qui l'a réalisé avec lui. Non, je voulais juste te présenter, donc il va y avoir une vidéo d'Abel Tella, qui est, il le dira lui-même, le président de l'Association des sociétés d'électricité africaines. Donc ça représente plus de 54 sociétés d'électricité. C'est donc quelqu'un, il a fait ça, c'est quelqu'un de très occupé. Il nous a envoyé une vidéo, je dirais, entre deux avions, et je le remercie particulièrement. C'est quelqu'un de très ouvert et sur ces questions d'électrification, qui montre aussi qu'il y a un vrai changement au niveau des sociétés d'électricité. Je ne veux surtout pas lancer le débat sur la rentabilité de l'électrification. Moi, j'ai tendance à dire que c'est hautement rentable économiquement, ça ne l'est pas financièrement. C'est quelque chose qui dépend du taux d'intérêt et des choses comme ça, mais et puis derrière, ça dépend beaucoup effectivement de la manière d'électrifier et de la tarification. Les péréquations sont des choses qui existent, mais surtout, on ne va pas commencer à rentrer sur un débat. On fera une session peut-être particulière et on attaque la vidéo avec Abel Tella. Je suis Abel Didier Tella, directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Je suis ingénieur électrotechnicien de formation, diplômé en 83. J'ai fait un master en énergie pour le développement rural en 1985, option solaire photovoltaïque, avec des aptitudes en solaire thermodynamique, éolienne et biomasse. L'ASEA compte 57 sociétés membres actifs dans 46 pays africains et plus de 25 membres affiliés et partenaires en Afrique, Europe, Asie et Amérique. La devise de l'ASEA, c'est être le vecteur principal de l'accès à l'énergie pour tous les peuples d'Afrique dans les années à venir. Et de ce fait, nous supportons la promotion des énergies sous toutes ses formes au sein de nos sociétés membres. Et en particulier, pour accélérer l'accès à l'énergie, nous utilisons toutes les technologies et toutes les solutions disponibles. Mais un accent particulier est mis sur la promotion de l'énergie solaire parce que l'énergie solaire nous permet d'avoir une utilisation rationnelle des ressources disponibles. Nous avons commencé par l'hybridation des centrales thermiques et aujourd'hui nous allons continuer avec l'hybridation des centrales hydroélectriques, ce qui nous permet de rationaliser l'utilisation de l'eau, de diminuer l'évaporation et de pouvoir générer sur le même site une énergie solaire dans la journée et en soirée continuer avec l'hydraulique. Certains de nos membres ont pu avoir des sites, des centrales solaires de grande taille connectés au réseau et aussi des sites isolés où certains ont pu mettre en place des capacités de stockage pour pouvoir avoir quelques heures d'éclairage après le coucher de soleil. L'accès à l'énergie est primordial pour l'ASEA et nous œuvrons avec toutes les parties prenantes pour accélérer de manière à tenir l'objectif de l'accès universel pour l'Afrique d'ici à l'horizon 2040, étant donné que l'objectif de 2030 ne peut plus être tenu. Dans le mix énergétique africain, le solaire a une place de choix, étant donné que cette technologie est maîtrisée. Je rappelle que ma formation en 1985 était en préparation de la création du Centre régional de l'énergie solaire, le CRES, qui était installé à Bamako, au Mali, dont j'ai été détaché pour être membre du comité scientifique de 1986 à 1989. Je souhaite plein succès à ce séminaire dont le thème est vraiment approprié pour accompagner le développement en Afrique. Je vous remercie. Bon, merci à Christian d'avoir fait le lien
pour qu'on puisse avoir cette vidéo. Donc, on garde les questions pour la fin. Et donc, on passe à la dernière question qui concerne les innovations et les perspectives pour 2030. Donc, quelles sont-elles ? Donc, ce sera d'abord Iris Nicomédy, puis François Moisan qui vont nous donner leur point de vue. Alors, Iris est coordinatrice de mission internationale à l'ADEME, à la direction Europe internationale. Elle travaille sur l'innovation pour l'accès à l'énergie durable hors réseau, le renforcement des réseaux électriques existants et la planification énergétique en partenariat avec différentes parties prenantes, qui peuvent être les gouvernements, les entreprises, les ONG, les collectivités locales, etc., les acteurs académiques. Et elle travaille principalement en Afrique subsaharienne. Précédemment, elle a travaillé sur la même thématique au sein du programme des énergies renouvelables de l'UNESCO qui a été présenté ce matin par Ousmane Benchik. D'ailleurs, elle a travaillé avec lui. Et elle a contribué à l'élaboration de projets d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables au sein du ministère de la Transition écologique. Donc, Iris, la parole est à toi. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Et encore merci pour l'invitation à cette journée. C'est vrai que c'est un peu les retrouvailles. Je me sens un peu dans la famille, surtout dans cette table ronde. Peut-être un mot quand même pour présenter la direction Europe internationale de l'ADEME, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas forcément familier avec nos directions. Donc en fait, nous travaillons à l'échelle européenne et internationale, donc notamment en Méditerranée, Afrique, dans certains pays d'Asie, Québec, etc. Soit via des accords avec nos agences homologues, ou alors via la participation à divers réseaux internationaux ou régionaux dans les différents domaines d'intervention de l'ADEME. Donc c'est assez ambitieux. Donc dans le domaine de l'accès à l'énergie, c'est vrai que ça fait... Merci. Plus de 30 ans qu'on travaille dans ce domaine, notamment via des pionniers qui sont d'ailleurs présents dans la salle. J'ai décidé du coup de me concentrer un peu sur 4 points peut-être, parce que c'est impossible de couvrir tout, et d'ailleurs les autres panélistes ont déjà suffisamment élaboré sur plein de sujets. En fait, qu'est-ce qui se passe un peu aujourd'hui et dans les prochaines années? Qu'est-ce que l'ADEME fait actuellement? En fait, en premier lieu, je voulais quand même revenir sur le digital, parce que c'est vrai que ça a ouvert de nouvelles perspectives. Donc actuellement, nous avons le plaisir de travailler avec l'AFD sur un programme qui s'appelle la Digital Energy Facility, qui est une facilité donc financée par l'Union européenne, mise en œuvre par l'AFD, à laquelle nous participons en cofinançant une partie de cette facilité, qui consiste dans le lancement justement de challenges, donc d'appels à projets annuels à destination des compagnies nationales d'électricité africaines et des startups. Et justement, il s'agit de subventions pour des projets innovants qui allient digital et transition énergétique. Et on voit bien que l'impact est réel grâce à des subventions. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est justement les usages productifs de l'énergie. En fait, on entend parler vraiment tout le temps de ça. On a bien vu que le fait que l'énergie arrive, ça ne se traduit pas forcément dans une utilisation. Donc en fait, nous, à l'ADEME, on soutient plusieurs initiatives qui consistent justement à accompagner les usages productifs de l'énergie avec les partenaires qui sont d'ailleurs représentés sur ce panel. Et actuellement, nous travaillons avec l'Alliance de l'électrification rurale, donc c'est basé en Belgique, sur un projet justement sur les usages productifs de l'énergie dans 3 pays d'Afrique. Et j'ai eu le plaisir du coup d'animer une table ronde qui présentait un peu les premiers résultats à la COP la semaine dernière. Et en fait, dans le cadre de ce projet, on est en train d'organiser des campagnes de sensibilisation justement aux usages productifs de l'énergie dans ces villages. Et ce que mes collègues disaient, c'est qu'effectivement, notamment le solaire, un des gros points de blocage, c'est la mauvaise réputation qu'a pu avoir le solaire, parce que voilà, des équipements peut-être pas très performants ont été mis sur le marché. Et finalement, sur le terrain, ça a un peu, ça s'est traduit en manque en fait de confiance. Donc, il y a tout un travail à faire en fait sur la qualité des équipements qui sont mis sur le marché, au-delà de leur efficacité énergétique, effectivement, qui est complètement clé. On voit bien qu'il faut vraiment aussi revenir sur, à l'échelle internationale, sur la certification en fait de ces équipements, faire en sorte que vraiment, ça soit des équipements de qualité. Et un autre point quand même très intéressant, justement sur comment faire pour utiliser l'électricité, comment faire en sorte que ces équipements arrivent
voilà, vraiment au last mile, on n'y est pas encore. En fait, je voulais quand même partager avec vous le lancement d'une initiative qui a eu lieu toujours la semaine dernière à la COP sur donc c'est une coalition qui s'appelle GECCO, donc Global Electric Cooking Coalition. C'est une coalition en fait qui vise à renforcer, à répandre un peu la cuisson électrique. Donc, on sait tous que c'est pas forcément d'actualité aujourd'hui pour vraiment le last mile en milieu rural. Mais j'ai trouvé quand même intéressant que cette initiative, au lancement de cette initiative d'ailleurs sur le pavillon de IC4All à la COP, j'ai vu un peu pour la première fois un peu ce pont entre ceux qui sont sur l'électricité et ceux qui sont sur la cuisson. J'ai vu en fait des dialogues se créer. Donc c'est quand même un message un peu optimiste que je voulais partager avec vous parce qu'en tout cas moi ça m'a un peu remotivée sur ce pont qui peut se faire entre ces deux métiers et ces deux camps qui se parlent pas toujours. Ensuite, je voulais quand même revenir un peu sur les financements. Effectivement, à l'ADEME, nous avons lancé des appels à projets justement pour les innovations sociales, organisationnelles et technologiques, justement pour favoriser l'accès à l'énergie. En fait, on voit bien, effectivement, qu'il y a un gros problème de rentabilité. Du coup, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'il est nécessaire vraiment de faire un peu de la pédagogie, justement, sur ce type de projet. Quelle est la réalité terrain, en fait, ces technologies, en fait, comment elles se traduisent sur le terrain. Du coup, nous avons organisé un séminaire, un atelier avec le syndicat des énergies renouvelables il y a quelques années, justement, sur les risques liés au modèle d'affaires des projets d'accès à l'énergie, de différentes technologies, d'ailleurs pas que de mini-réseaux, mais aussi des systèmes solaires domestiques et du CNI, donc les sites commerciaux et industriels. Et on en a fait une fiche de capitalisation qui est un support vraiment précieux, justement pour faire de la pédagogie auprès des financeurs. Comment faire, en fait, comment on peut développer ces types de mécanismes de financement qui répondent aux besoins de ce type de projet, quels sont les risques et comment on peut y répondre. Et on voit aussi la montée en puissance des financements d'impact qui peuvent quand même donner quelques pistes de solutions. Encore faut-il savoir comment on mesure cet impact. Et du coup, c'est un axe sur lequel aussi, on travaille aussi, notamment avec l'AFERDI en ce moment. Je voulais du coup conclure sur un quatrième point, donc un autre sujet qui nous tient à cœur et qui va être très important, notamment pour les années qui viennent, qui consiste à vraiment voir les projets d'électrification dans leur circularité. Donc en fait, réfléchir dès le début à l'éco-conception et aussi au traitement de la fin de vie de tous ces équipements qui sont déjà sur le terrain. Donc nous lançons une étude sur ce sujet actuellement. Et justement, même à la COP, désolée si j'insiste, mais je viens de rentrer, donc je partage quand même avec vous ce que j'ai pu voir dans les couloirs. En fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'en entendais pas parler. Là, on en parlait beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui commencent, malheureusement un peu tardivement peut-être, mais à se lancer sur ce sujet. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc je voudrais juste conclure avec voilà, grâce à cette expérience que l'ADEME peut avoir des dernières années, en fait, ce qui est clair et ce qui, du coup, se relie avec tout ce qui a été dit ce matin, c'est qu'en fait, ce type de projet n'auront jamais... l'accès à l'énergie ne sera jamais atteint si toutes les parties prenantes ne sont pas, justement, autour de la table. Et notamment les collectivités territoriales qui sont souvent peut-être un peu oubliées dans ce type de projet. Donc vraiment, merci à la table ronde précédente pour toute la pêche sur ce sujet. Nous, on le vit aussi en Afrique. Et quand même, j'insiste aussi sur l'importance, parce que pour certains pays, ce n'est pas encore une réalité, de mettre en place des politiques publiques, des cadres réglementaires en fait, qui permettent une électrification jusqu'au last mile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tu n'as pas eu le temps de citer un programme qu'on a mené avec l'Association internationale des maires de France, qui était un soutien aux femmes élues du Cameroun pour qu'elles puissent mettre en place dans leurs bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé, les mairies, des systèmes alimentés par énergie solaire. Donc moi, j'ai eu l'occasion de les visiter il y a 3 ans. Mais je dois dire qu'on a vu quand même beaucoup de problèmes, en particulier le manque de coordination entre les dons. Donc on a visité un centre de santé avec un super mini-réseau solaire et le frigo avait été offert par je ne sais quelle association qui était un frigo très consommateur d'énergie. Donc au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Et puis la question de la maintenance, ça arrive souvent qu'encore aujourd'hui, on voit des installations qui ne fonctionnent pas parce qu'il manque une pièce et que le pays n'a pas les moyens, si ça n'a pas été prévu avant, de remplacer la pièce. Et d'ailleurs, pardon Dominique, mais grâce à ce
ce projet, en fait, un peu la suite, c'est qu'actuellement, avec l'ARE, justement, on est en train de travailler sur un guide pour l'électrification des centres de santé en milieu rural. Et le Cameroun fait partie des pays, justement, étudiés. Bah, n'oubliez pas de faire le lien avec les autres donneurs, parce que là, le matériel médical était catastrophique. Et donc, il y avait une belle centrale solaire, et il y avait un matériel médical qui datait de l'époque de la colonisation. Donc, on voyait les femmes qui venaient accoucher là, dans des endroits absolument horribles, quoi. Donc, voilà. On arrive à la fin. Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc, François Moisan, qui est coordinateur du programme européen de partenariat Europe-Afrique de recherche et d'innovation sur les énergies renouvelables à l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Il est également administrateur de l'association Agir pour le climat. Il est membre du comité scientifique et technique du Fonds français pour l'environnement mondial et il a été longtemps directeur exécutif stratégie recherche internationale et directeur scientifique de l'ADEME. Donc si on remonte un peu plus en arrière, entre 1978 et 1981, il était membre de l'équipe de direction du PIRDES, le programme interdisciplinaire de recherche et développement de l'énergie solaire du CNRS. Donc François, c'est difficile d'intervenir le dernier, mais c'est une bonne occasion de faire une synthèse et de nous dire comment tu vois les perspectives pour 2030. Bien, merci Dominique. Comme vous pouvez le constater, Dominique n'hésite pas à me taquiner. Sur le PIRDES, simplement pour dire à Marie-Noël que j'ai bien connu Georges Perry en 1978. Alors ça fait un peu loin, hein, mais voilà, je l'ai bien connu à cette époque. Mais je ne savais pas qu'il avait été le fondateur du GRS. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. Alors, je vais intervenir sur un ou deux points. Je ne vais pas faire une synthèse du tout de ce qui a été dit. Un premier point sur l'accès à l'énergie, la situation en Afrique subsaharienne, je pense qu'il est très spécifique. Le chiffre a été donné par Dominique, 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il faut imaginer, 600 millions, c'est plus que l'Europe. Pour l'accès à des modes de cuisson propres, c'est pour l'Afrique subsaharienne 780 millions de personnes qui continuent à utiliser du bois de feu ou du charbon de bois, avec tous les impacts aussi sanitaires, et sur la déforestation, bien évidemment. Un contexte où, en fait, entre 2012, parce qu'entre ce que nous a dit Grégoire, effectivement, entre 2012 et 2020, il y a eu des grands progrès dans le monde d'avancée de l'électrification. Mais le constat en Afrique subsaharienne, c'est que le taux d'électrification a diminué. Il y a eu des personnes qui ont eu accès à l'électricité, mais le taux a diminué parce que la population a augmenté. Et c'est la seule région du monde où l'objectif à 2030 ne sera évidemment pas accessible. Alors, j'ai vu dans la vidéo, Tella évoquait 2040. C'est la première fois, d'ailleurs, que j'entends cette nouvelle échéance, 2040. Donc, la situation en Afrique subsaharienne est vraiment très particulière parce que le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, ça a été dit, il n'y a pas d'emploi, donc ça favorise l'émigration vers les villes, dans des villes qui sont plus soutenables, dans les villes africaines d'abord, et puis après, bien évidemment, des migrations internationales qu'on connaît. Donc je pense que ce sujet de l'accès à l'électricité en Afrique est un sujet qui nous concerne, nous, Européens, pour construire notre avenir commun avec l'Afrique. Par rapport à ce qu'a dit Grégoire, c'est vrai que beaucoup de pays africains commencent à prendre conscience que l'électrification, il faut une planification. Il faut une planification qui va identifier ce qui sera du ressort de l'extension des réseaux et ce qui sera de l'électrification qu'on appelle hors réseau, ou avec des mini-grids ou des solar home systems, des systèmes individuels. Moi, je connais encore beaucoup de pays, enfin quelques-uns en Afrique, pour lesquels le dogme, c'est on va étendre les réseaux. Or, on sait que c'est physiquement et économiquement impossible. Donc, Nicolas a évoqué, effectivement, une part importante devra se faire à travers des systèmes décentralisés et hors réseau. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, mais encore une fois, il n'y a pas encore cette vision partagée au niveau des États africains de dire on n'y arrivera qu'avec ces systèmes décentralisés dans lesquels, effectivement, on a un nouveau paradigme, et là c'est très positif, le fait que le photovoltaïque et les autres énergies renouvelables, parce que la petite hydro tient une place aussi importante, et l'éolien sur les zones plus côtières, les coûts ont fortement
baissé et font que maintenant, alors je ne vais pas utiliser le mot rentable parce qu'il y a un débat et je pense qu'on ne va pas le régler aujourd'hui autour de cette table, mais sont devenus, par rapport aux solutions qui étaient du diesel, avec des générateurs diesel, sont des solutions qui deviennent plus compétitives, toutes choses égales par ailleurs, que ces installations diesel. Donc on a effectivement une opportunité. Maintenant, qu'est-ce que ça représente au niveau financier? Il y a eu des scénarios qui ont été élaborés par l'Agence internationale de l'énergie qui évaluent le coût en investissement pour l'électrification et l'accès à une cuisson propre et durable en Afrique subsaharienne, un total de 470 milliards d'euros. Alors, si c'est sur 10 ans, ça fait de l'ordre un peu moins de 50 milliards d'euros par an. C'est quand même une somme considérable. Ça, c'est pas je ne parle pas de subventions, mais du coût de l'investissement dans lesquels, effectivement, pourrait y participer une certaine partie de subventions. Je vais y revenir par rapport à des prêts. Je voudrais dire un mot sur l'innovation qu'a évoqué Iris. Je pense que, bien sûr, il y a des problèmes de financement, mais il y a aussi la problématique de la recherche et de l'innovation sur les solutions. Et là, je voudrais témoigner un peu de ce que je fais actuellement, depuis que j'ai quitté l'ADEME, il y a 4 ans, où je travaille maintenant sur un programme européen que je coordonne à l'ANR, où je travaille. Et c'est un programme européen qui vise à développer en commun, alors quand je dis en commun, vous allez voir ce que ça veut dire, avec les pays africains, des projets de recherche et d'innovation pour le développement des énergies renouvelables en Afrique, et notamment de l'accès à l'énergie, et dans lesquels on a encore beaucoup de problématiques. Alors, Iris a évoqué le digital, c'est évident. Alors, vous précisez, qu'est-ce que ces programmes consistent en quoi? Consistent à mobiliser des agences de financement, comme l'ANR, ou ça aurait pu être l'ADEME, en France, en Europe, mais aussi en Afrique, et de dire, on va faire des appels à projets conjoints, vous mettez une part d'argent, les autres agences européennes mettent de l'argent, la Commission européenne apporte un complément, en l'occurrence c'est 15 millions d'euros sur le programme sur lequel je travaille, et on va faire des projets transcontinentaux, c'est-à-dire associant des chercheurs européens et des chercheurs africains pour développer des solutions qui après pourront effectivement se développer. On a donc eu un certain nombre de projets, plus d'une trentaine de projets depuis 3 ans. Et sur ces projets, on retrouve ce que tu as évoqué, Iris, tout ce qui touche notamment, c'est pas tellement des recherches sur les cellules comme on le fait ici, encore que ça peut aider à monter en compétences, mais c'est des projets sur les usages productifs, générateurs de revenus en Afrique. Et parmi ceux-là, il y a par exemple la transformation des produits agricoles, puisqu'avant même qu'ils soient cuits, il faut les transformer, donc sur des céréales proches du sorgho, comme le gari, utiliser l'énergie solaire pour transformer ces céréales. Ça peut être du recyclage des batteries ou des panneaux photovoltaïques, des projets aussi, par exemple, une installation individuelle, ce qu'on appelle les Solar Home Systems, où on a seulement 1 ou 2 panneaux pour une habitation. Comment des besoins d'énergie artisanaux, par exemple, qui vont nécessiter de la puissance, comme un fer à souder, peuvent être utilisés. Je reviens encore sur le côté digital, sur les mini-réseaux. Nous avons soutenu des projets dans ce cadre avec un appel à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la stabilité des réseaux, mais aussi pour développer des types de contrats, de partenariats entre plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. Je ne vais pas tous les développer. Je voudrais terminer en expliquant ces projets. Donc on conduit pour une montée en compétences, mais aussi pour que ces technologies soient appropriées dès le départ par les pays africains. On les avait conduits donc, sur les 3 dernières années avec des financements africains, alors qu'ils sont plus faibles que les financements européens, mais 4 pays africains. Il y avait le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Nous préparons à l'ANR un nouveau programme qui est la suite que la Commission européenne a publié, qu'on va déposer le 15 janvier, et dans lequel on a ces mêmes pays, mais on a maintenant la Tunisie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, peut-être le Mozambique et le Kenya. Et ce qui s'est passé, c'est que en l'espace de 3-4 ans, avec aussi la crise énergétique, tous ces pays ont compris que les énergies renouvelables
était une option importante et s'engage maintenant à mettre de l'argent pour pouvoir partager ces projets. Donc je pense que c'est très important pour l'Europe, pour nous tous, comme je l'évoquais, pour les raisons que j'évoquais, qu'on soit présent dans ces partenariats, parce que ça fait partie aussi de ce que la Commission appelle la diplomatie scientifique, hein, et qu'on poursuive. Ça ne va pas évidemment résoudre les problèmes de financement. Je parlais des peut-être 470 milliards au total, donc un peu moins de 50 milliards par an, qu'on peut mettre en regard de l'aide publique au développement, mais là c'est de la subvention, l'aide publique au développement, de l'Union européenne et des 27 États membres, qui était de l'ordre de 70 milliards d'euros par an. Donc vous voyez qu'il y a une part je pense qu'il y a une part de subvention qui pourrait venir, mais aussi de trouver des mécanismes de financement. On a évoqué les problèmes de péréquation, et dans certains pays africains, au Sénégal notamment, il y a eu des expérimentations de faire une péréquation de façon à ce que le hors-réseau puisse bénéficier, puisque vous savez peut-être pas, mais qu'en Afrique, la plupart de l'électricité est vendue à des tarifs inférieurs au coût de production, et que toutes les sociétés d'électricité en Afrique sont presque toutes en déficit structurel parce qu'elles subventionnent l'électricité, mais ça bénéficie qu'aux zones urbaines et périurbaines. Voilà, donc on a un enjeu important, et je pense, alors on peut être très enthousiaste, comme Grégoire, je le suis aussi, mais on a du boulot. Merci. Merci beaucoup.